Imagine ça, tu entres sur le ring comme une star de cinéma. Lumière, musique, danse, et quelques minutes plus tard, tu repars sans dire un mot, parce que tu l'as déjà endormi au sol. C'était ça, Naseem Hamed, un boxeur qui ne demandait pas la permission. Il prenait tout, le centre du ring, l'attention du monde et le respect de ses adversaires, à coups de poing. Aujourd'hui, à 51 ans, il vit encore comme il boxait, dans l'excès. Une villa entourée de jardins exotiques, des voitures qui rugissent comme des bêtes et des montres qui valent plus qu'une maison. Mais avant de te montrer ce monde de luxe et d'extravagance silencieuse, il faut revenir au début, là où tout a commencé. Un quartier dur de Sheffield, un enfant avec le feu dans la poitrine et un destin qu'il ne comptait partager avec personne. Naseem Hamed est né le 12 février 1974 à Sheffield, en Angleterre. Fils d'immigrés yéménites, élevé dans un quartier ouvrier, entre murs modestes et valeurs solides. Mais pendant que les autres enfants rêvaient de jouets, lui rêvait de ceinture. Dès qu'il a mis les pieds dans une salle de sport, c'était clair qu'il n'était pas comme les autres. Il avait quelque chose qu'on n'apprend pas, l'instinct, une vitesse explosive, des réflexes de cinéma et un culot brûlant. En 1989, tout a changé. Il avait seulement 15 ans quand il a rencontré Brendan Ingle, l'entraîneur légendaire qui ne cherchait pas des boxeurs. Il cherchait des anomalies. Et Hamed en était une. Ingle ne l'a pas freiné. Il l'a libéré. Il lui a donné la liberté d'être imprévisible. Il lui a appris que baisser les mains n'est pas une erreur, si tu sais exactement quand frapper. Il lui a appris que le show n'est pas une distraction, c'est une stratégie. Pendant que les autres apprenaient la défense et la technique, Hamed apprenait à provoquer, à bouger ses pieds, à hypnotiser le public. C'était de l'art, mais aussi du danger. Avec ce style, il a tout détruit chez les amateurs. Il était illisible, insaisissable. Ses adversaires tombaient les uns après les autres. Pas par force brute, mais par surprise, par frustration. Et puis, en 1992, à seulement 18 ans, il a sauté le pas. Ses débuts professionnels n'étaient pas un test, c'était une déclaration. Un knock-out au deuxième round. Et un message, « Je suis là, préparez-vous ». À partir de là, plus personne ne montait sur le ring tranquille quand Naseem était en face. Dès ses débuts, Naseem Hamed ne marchait pas. Il défilait. Son style, imprévisible. Ses mouvements, une chorégraphie improvisée. Une feinte, un sourire, un saut en arrière et un crochet du gauche qui t'envoyait regarder les lumières du plafond. À chaque combat, il ne faisait pas que boxer. Il montait un spectacle qui commençait bien avant la cloche. Il entrait sur le ring dans la fumée et la musique à plein volume, parfois en dansant sur une plateforme flottante, parfois en faisant une acrobatie, mais toujours avec un sourire qui disait « T'es pas venu voir un combat, t'es venu me voir, moi ». Et il tenait sa promesse. Aucun adversaire ne résistait plus que quelques rounds, parce que Hamed, ce n'était pas juste de la vitesse, c'était de la puissance, de la précision, un instinct de tueur, et une confiance qui frôlait l'arrogance. Mais ça marchait. Le public ne pouvait pas le quitter des yeux. Certains l'adoraient, d'autres voulaient le voir tomber, mais tous payaient pour le regarder. En 1994, il est devenu champion d'Europe des poids coqs. Et en 1995 est arrivée la nuit qui allait tout changer. 30 septembre, Cardiff. En face de lui, Steve Robinson, champion du monde poids plume de la WBO. Un gars dur, résistant, expérimenté. Mais Naseem, ce soir-là, n'allait pas juste gagner une ceinture. Il allait être couronné. Dès le premier round, il l'a détruit. Robinson ne comprenait pas d'où venaient les coups. On aurait dit qu'il boxait contre de la fumée. Et au 8e round, le coup final, un crochet du gauche, sec, net, direct au sol. Silence. Et puis, les rugissements du public. Le prince était né. À partir de ce moment-là, les médias ont arrêté de l'appeler Naseem Hamed. C'était désormais le prince Naseem, le nom d'une figure qui ne se contentait pas de gagner. Il commandait. Après cette nuit à Cardiff, plus rien ne fut comme avant. Naseem n'était plus juste un champion, c'était un phénomène. Un boxeur qui sortait du cadre, qui réécrivait les règles du sport à sa manière. Avec une ceinture mondiale autour de la taille et le monde à ses pieds, il a lancé une série destructrice.
Pas de répit entre les combats, juste des entrées théâtrales, des knockouts spectaculaires et des titres à sensation. À chaque combat, le spectacle commençait hors du ring. Lumière, chorégraphie, tenue brillante et une confiance en lui blindée. Mais l'important, ce n'était pas seulement l'entrée. L'important, c'est que derrière tout ce théâtre venait la punition. Ses adversaires ne savaient pas comment le lire. Sa garde basse, ses changements de rythme, ses angles impossibles. On aurait dit qu'il dansait la salsa en lançant des crochets. Et quand tu t'en rendais compte, t'étais déjà au tapis. Chaque victoire alimentait sa légende. Chaque apparition télé faisait que plus de gens voulaient savoir qui était ce boxeur qui se battait comme dans un film. Les médias britanniques l'adoraient et l'attaquaient. Il faisait les unes. On le comparait à des légendes. Certains disaient qu'il était le nouveau Muhammad Ali. D'autres le traitèrent de clown. Mais tout le monde parlait de lui. En 1997, le prince a traversé l'océan. Les États-Unis l'attendaient. Et il n'a pas déçu. Son combat au Madison Square Garden contre Kevin Kelly n'était pas juste un combat, c'était une guerre. Dès la première seconde, le ring est devenu des montagnes russes. Les deux sont tombés, ils se sont relevés, ils sont retombés. Impossible de cligner des yeux. Mais à la fin, au 4e round, un crochet du gauche imparable de Ahmed a éteint les lumières. Kelly s'est effondré comme une tour, et le prince s'est imposé. Cette nuit-là, ce n'était pas juste une victoire de plus. C'était l'annonce officielle de sa domination mondiale. Les États-Unis, le marché le plus exigeant de la boxe, s'étaient aussi inclinés. Dès lors, Ahmed n'était plus juste une star britannique. Il était une célébrité mondiale. Son visage apparaissait dans des magazines de mode, des campagnes publicitaires, des interviews en prime time. Et à chaque fois qu'il ouvrait la bouche, il faisait les gros titres. Il disait ce qu'il pensait, promettait l'impossible et tenait ses promesses. Entre 1997 et 1999, il a accumulé les ceintures et les millions. Sur le ring, il a battu des champions de tous styles, techniciens, agressifs, vétérans, jeunes. Peu importait. Sa combinaison de rapidité, de puissance et de confiance était trop forte pour n'importe qui. Et en dehors du ring, sa célébrité explosait. Il gagnait plus de 14 millions de dollars par an. Ses billets se vendaient en quelques minutes. Et ses combats étaient des événements mondiaux, diffusés dans plus de 100 pays. En avril 2000, il affronte le portoricain Wilfredo Vazquez, un boxeur dur, expérimenté, champion du monde. Mais Ahmed l'a démonté avec une précision chirurgicale. Il a contrôlé la distance, le rythme, le temps, et l'a terminé par un knockout au 7e round. Chaque combat semblait un chapitre de plus dans sa légende. Et en octobre 1999, il unifie les titres avec le champion WBC, César Soto. Ce fut une bataille en 12 rounds, rude, technique, stratégique. Ce n'était pas sa victoire la plus spectaculaire, mais elle était essentielle. Elle a consolidé son règne et l'a confirmé comme champion unifié. À ce moment-là, Ahmed faisait partie des sportifs les mieux payés du Royaume-Uni. Et pas seulement pour ce qu'il faisait, mais pour la manière dont il le faisait. Mais comme pour toutes les étoiles qui brillent trop fort, trop tôt, le poids du sommet a commencé à se faire sentir. Derrière chaque entrée triomphale, derrière chaque ceinture, il y avait quelque chose d'autre. De la pression, des attentes, des regards qui l'adoraient, et d'autres qui voulaient le voir tomber. Parce que plus tu montes haut, plus on veut te faire tomber fort. Et en 2001, la chute est arrivée. C'était en avril. Le prince était invaincu. 35 combats, 35 victoires, 31 par knockout. Un palmarès effrayant, une image indestructible. Mais en face de lui ce soir-là, ce n'était pas n'importe qui. C'était Marco Antonio Barrera, un guerrier mexicain. Silencieux, froid, technique. Quelqu'un qui n'était pas venu faire partie du show. Il était venu pour le ruiner. Dès le premier round, l'ambiance semblait étrange. Ahmed est monté sur le ring avec son style habituel. Sourire confiant, pas léger, ego au plafond. Mais ses jambes n'avaient plus la même énergie. Ses réflexes n'étaient plus aussi nets. Quelque chose avait changé. Et Barrera l'a senti. Il ne s'est pas laissé impressionner par les feintes. Il n'est pas tombé dans les provocations.
Il a étudié chaque mouvement, chaque faille, chaque erreur. Pendant que Ahmed essayait de dominer avec son style imprévisible, Barrera répondait avec précision. Chaque fois qu'il baissait la garde, le Mexicain le punissait. Chaque tentative de spectacle était contrée par une combinaison au corps. C'était une leçon de boxe silencieuse, sans sang, mais pleine d'autorité. Au 7e round, il s'est passé quelque chose de symbolique. Barrera l'a poussé dans le coin et l'a bloqué. Pas pour le frapper, mais pour l'humilier, pour montrer au monde que le mythe pouvait saigner aussi. La cloche finale a retenti. Aucun doute. Décision unanime. Le prince battu. Et pas seulement sur le papier. C'était une défaite psychologique. Le coup n'était pas pour le visage. C'était pour l'orgueil. Les médias l'ont détruit. Était-ce juste un homme de spectacle ? Se demandait-il. Tout ça, c'était du vent ? Les fans débattaient. Certains disaient que Barrera l'avait démasqué. D'autres croyaient encore en lui. Mais Ahmed n'a pas attendu que le bruit retombe. Il n'a pas donné de longues interviews. Il n'a pas demandé de revanche. Il a simplement disparu. Pendant un an entier, il n'est pas monté sur un ring. Il n'a pas parlé à la presse. Il n'est pas apparu dans des événements, comme si tout ce qu'il avait construit s'était évaporé en une seule nuit. En mai 2002, il est revenu, une dernière fois. Son adversaire, Manuel Calvo, un boxeur espagnol sans grande réputation. Un combat pour retrouver confiance. Mais la magie n'était plus là. Pas de salto, pas de danse, pas de knockout. Il a gagné au point. Mais le public le savait. Lui aussi. Ce n'était pas le prince. C'était juste un boxeur de plus qui faisait son boulot. Et ainsi, sans adieu, sans gros titre, Naseem Hamed a raccroché les gants. Il avait 28 ans. Il était au sommet. Il avait des millions à la banque. Et pourtant, il a décidé de partir. Parce que pour quelqu'un comme lui, gagner sans briller, c'était comme perdre. Naseem Hamed n'est jamais remonté sur un ring. Mais cela ne veut pas dire qu'il a disparu. Il a juste changé de scène. Parce que s'il était un showman sur le ring, en dehors, il est devenu une légende vivante du luxe. Pendant que d'autres boxeurs revenaient par besoin, lui s'éloignait des projecteurs avec la même élégance qu'il avait eue en entrant dans la boxe. Sa fortune, déjà à l'époque, dépassait les 40 millions de dollars. Et avec ça, il a commencé un nouveau chapitre, celui de l'homme qui a su partir au bon moment. Il a vécu dans une villa majestueuse, dans les quartiers les plus exclusifs de Sheffield. Un manoir entouré de végétation, de hauts murs, de tranquillité absolue. Le style, un mélange parfait entre modernisme britannique et détails arabes. Des murs décorés de motifs orientaux, des meubles de luxe faits sur mesure. Un palais silencieux pour un empereur qui n'avait plus besoin du trône. Mais ce qui impressionne le plus, c'est son garage. Rolls-Royce, Ferrari, Bentley, Lamborghini, Chevrolet de collection. Certaines voitures sont si rares qu'on ne les voit que dans des ventes aux enchères à plusieurs millions. D'autres sont si puissantes qu'elles ont fini plusieurs fois écrasées à cause de la vitesse. Mais Ahmed s'en moquait. Il les détruisait, puis les remplaçait. Et puis, il y a les montres. Une collection presque obsessionnelle. Rolex, Patek Philippe, Audemars Piguet. Toutes modifiées, avec des diamants incrustés. Certaines valent plus qu'une voiture de luxe. Le temps, pour lui, a toujours été quelque chose qu'on peut contrôler ou porter. Son style de vie n'a pas baissé d'1 millimètre. Il s'habillait comme une star d'Hollywood et un cheikh arabe en même temps. Costumes sur mesure, chemises exclusives, gros colliers, bagues en or blanc avec pierres personnalisées, et une présence qui attirait toujours les regards, même sans dire un mot. Mais derrière tout ce luxe, il y avait autre chose. Il ne cherchait plus les caméras. Il ne donnait plus d'interviews régulièrement. Il choisissait avec soin qui il voyait, à qui il parlait, où il apparaissait. Il gardait un cercle intime, fermé. Et au centre de ce cercle, sa famille. Son épouse, Eleaza, avec qui il s'est marié en 1998, est toujours à ses côtés. Une femme forte, discrète, qui s'est convertie à l'islam et a construit avec lui un foyer sans scandale, sans une de journaux. Ensemble, ils ont élevé leurs enfants, loin du bruit.
Et le plus impressionnant, c'est qu'ils s'entraînent encore dans la même salle de sport, Winco Bank, où tout a commencé. Son fils Adam a déjà montré un talent remarquable. De la vitesse, de la technique, et ce regard qui dit « Moi aussi j'ai quelque chose à prouver ». Sera-t-il l'héritier du prince? Il est encore trop tôt, mais le nom Ahmed se fait à nouveau entendre entre les cordes. Et le plus précieux, Nazim n'oublie pas ses racines. Il fait des dons en silence. Il soutient des organisations qui aident les jeunes en difficulté. Il parle avec des garçons qui ont grandi dans le même quartier ouvrier où, un jour, il a rêvé de mettre le monde KO. Il ne cherche pas à être reconnu pour ça. Il ne le publie pas, mais il le fait. Parce qu'en dépit de toute son excentricité, Nassem Ahmed n'a jamais cessé d'être ce garçon de Sheffield avec des gants trop grands pour ses mains.